Bonjour à tous, bienvenue dans cette notice organisée par le SPN, qui est le réseau des professionnels du numérique. La notice, c'est un format très court pour vous parler soit d'un nouveau projet, d'un framework, d'un appel à projet, d'un événement, et pour vous expliquer un petit peu en quoi il peut vous être utile et si vous devez vous lancer ou non dans cette action. Aujourd'hui, on va donc vous parler du nouveau framework, enfin, plus si nouveau que ça, mais récent framework de Flutter. Et je vais laisser la parole à Florent Lemaître de la société Scube, basée à Angoulême et Bordeaux, que certains vous connaissent peut-être déjà. Donc, merci encore Florent de prendre ce petit temps pour nous expliquer. Et puis, je te laisse la parole de suite. Bonjour à tous, donc je suis Florent donc, de Scube. Ça fait une quinzaine d'années que je développe. J'ai fait différents langages de programmation, PHP, Java, C#, et notamment Flutter depuis quelques mois. Donc nous allons voir rapidement en quoi consiste ce framework et un peu pourquoi l'adopter, pourquoi y a-t-il un tel engouement aujourd'hui dessus. Alors, hop, hop. Donc, au niveau du programme, donc on va voir en gros le framework, en quoi il consiste, rapidement, dans les grandes lignes. Les 5 bonnes raisons de développer avec Flutter. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre, pourquoi pas faire du React Native, pourquoi pas faire Angular, pourquoi pas utiliser un autre framework. Quelques exemples d'applications que l'on peut faire avec. Et ensuite, il y aura une petite session de questions-réponses. Après, si vraiment vous avez des réponses et que ça ne peut pas attendre, on peut les faire au fil de l'eau, mais ça sera peut-être plus simple de tout voir à la fin. Le tout, c'est de ne pas les oublier au cours du temps. Et après, on voit un peu la formation, ce qu'elle propose. Donc là, je rendrai plus la main à Anthony et Caroline sur cet aspect-là. Donc, Flutter, c'est quoi? Alors, en fait, c'est un framework donc, pour développer des applications multiplateformes rapidement. Du coup, on parle beaucoup d'applications mobiles avec Flutter, mais aussi on peut faire de l'application desktop et de l'application web. Donc, on peut faire des web apps avec Flutter. La version web est en train d'arriver à maturité. Elle est encore en bêta parce que Google met toujours du temps avant de sortir les bêtas, mais on peut déjà faire pas mal de choses avec la version web. Donc, développé par Google avec une version stable en 2018. Donc actuellement, on doit être sur la version 1.22 qui est sortie là, en octobre. Donc ils ont des roadmaps assez rapides et ils sortent des versions très, très rapidement. C'est un langage donc multiplateforme dans le sens où en fait on va avoir un code, donc ça va être du Dart, on code tout en Dart, et après quand le code va être compilé, il va être compilé pour plusieurs plateformes. Donc, on choisit au début du projet les plateformes que l'on veut, mais on peut aussi en rajouter par la suite également. Donc, dans les plateformes, on va retrouver iOS, Android, donc facile pour la partie application mobile, comme ça, on aura vraiment un seul et même code. Pour la partie application mobile, on peut faire du web avec. Donc, derrière, quand on va le traduire en production, en fait, il va utiliser le moteur Dart2JS pour transformer le Dart en JavaScript pour que ça soit compréhensible par les serveurs et les navigateurs. Ensuite, on peut également avoir des applications sous Linux, des applications sous macOS. Et là, c'est très, très récent. Ils ont sorti aussi une version pour faire des applications sous Windows. Donc, on peut très bien avoir des applications que l'on va déployer sur des postes clients ou autres, ou même des petits clients messagers. Enfin, on n'est pas vraiment limité par la plateforme. Donc, comme je vous disais, ça s'appuie sur le langage Dart qui est aussi conçu par Google, donc ça permet de le promouvoir, mais surtout, je pense qu'ils ont d'abord conçu le langage et après créé la boîte à outils vraiment pour utiliser ce langage. Et c'est surtout donc un langage orienté UI et tout est widget. En fait, on va vraiment se concentrer sur l'apparence, le mécanisme, le lien entre les écrans. L'idée, en fait, c'est de concevoir l'application et après, derrière, souvent maintenant, ce sont des API, ce sont des services tiers, de toute façon, qui vont faire toute la partie traitement, que ce soit des enregistrements en base ou que ce soit des envois, du messaging ou autre. Toute la partie back, de toute façon, maintenant, est complètement décorrélée. Donc, vraiment, la force de ce framework, c'est vraiment de concevoir des interfaces et cela assez facilement avec cette boîte à outils. Donc,
pourquoi prendre Flutter comme framework plutôt qu'un autre? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, il y a aussi, bien sûr, l'engouement, hein, parce que bon, Google est très fort aussi pour faire un peu du lobbying sur ses produits, mais c'est souvent quand même justifié. Donc, c'est un framework jeune. On a vu vraiment la version 1 est sortie en 2018. Et c'est surtout aussi un framework qui grandit rapidement. On a par exemple iOS 14 qui est sorti récemment, Xcode 12 aussi en même temps. Et on sait déjà une grosse partie des fonctionnalités qui sont nouvelles dans iOS 14 sont déjà supportées dans Flutter. Donc, ce sont des équipes très actives. Il faut savoir aussi que bon, il n'y a pas que Google qui développe aussi ce framework, puisque vu que c'est un produit open source, il y a toute une communauté qui s'est créée derrière. Et aujourd'hui, Flutter, c'est le 3e projet sous GitHub, le plus actif. Donc, il y a énormément de communautés. Donc, il y a la communauté Flutter qui va développer le core et les plugins qui sont soutenus par cette communauté. Et on a aussi, notamment sur flutter.dev, tout un tas de plugins qui sont disponibles, donc qui sont fournis par des personnes, comme on trouve des produits, du code sur GitHub. Donc après, plus ou moins supporté, mais un petit indice de maturité qui nous permet de savoir si le plugin est maintenu, si le plugin comporte pas mal de bugs et s'il respecte aussi les guidelines fournis par Google. Une grosse, on va dire, vraiment ce qui fait et Google le met aussi très en avant, c'est la performance. On est très proche du natif parce que contrairement, par exemple, à certains comme Angular ou autres, où ils vont passer par un bridge pour après interpréter et du coup après lancer l'application. Là, on va directement compiler. Donc derrière, il y a un moteur en C++ qui va pouvoir compiler en fonction des plateformes. C'est pour ça qu'on arrive à des performances quasi identiques à la performance native et on n'a pas d'effet des petits effets d'analyse ou des petites latences quand on manipule l'application. Une autre raison aussi, c'est d'avoir le même code pour plusieurs plateformes. Alors pour ceux qui font du développement mobile, c'est vrai que c'est des fois un peu embêtant de se dire, bon, on a un code dédié Android, on a un code, surtout quand on fait du natif, donc on n'a pas le choix, on va faire un code soit en Kotlin ou en Java pour Android, et après soit du Switch ou de l'Objective-C pour iOS. Et du coup, c'est vrai que c'est coûteux en temps, c'est coûteux en développement, c'est coûteux aussi dans les phases de maintenance. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir, avec un même code, pouvoir déployer sur plusieurs plateformes. Alors, je ne vous cache pas que dans certains cas, il y a des petits tweaks à faire, parce que bon, iOS et Android, des fois, bon, notamment pour tout ce qui est notification, pour tout ce qui est appel d'applications externes, il y a des petites choses où on va devoir tweaker, mais c'est minime comparé à l'ensemble du code. Donc là, il y a un gain de temps énorme dessus. Il faut savoir que bon, derrière, vous avez l'outil, donc le framework Flutter, mais derrière, ils ont pensé, alors il y a d'autres projets un peu qui viennent se greffer, comme Fastlane ou autre pour la partie déploiement. Vous savez, c'est assez laborieux de déployer, par exemple, une application dans l'App Store. Avec Fastlane qui va pouvoir se greffer à Flutter, vous avez de l'intégration continue, du déploiement continu très facile. Et après, c'est très, comment dire, disons, après à utiliser, c'est aussi un gain de temps et ça nous permet de déployer en production des applications très rapidement. Et surtout que les applications puissent être testées par vos clients. Vous les avez directement sur le mobile avec TestFlight ou même avec Play Store de Google. Et toute cette chaîne et tout cet écosystème est vraiment très bien intégré avec Flutter. Vous avez aussi dans les IDE dont vous utilisiez soit un Android Studio, un IntelliJ ou même un Visual Code. Vous avez des plugins qui sont très bien faits, qui vous permettent de débugger en temps réel, qui vous permettent de voir les performances, qui vous permettent de regarder les widgets, de savoir vraiment quel widget, qu'est-ce qui ne va pas, la dimension qu'il fait. On retrouve des outils qu'on n'avait pas jusque-là sur les applications mobiles. Donc après aussi, dans ce framework, un des gros plus, c'est vraiment d'avoir quasiment tous les composants matériels en natif.
Donc, ça nous permet d'avoir les widgets. Vous avez besoin de faire des scroll view, vous les avez directement. Vous avez besoin d'avoir des snack bars, vous les avez directement. Vous avez besoin d'avoir des burger menus qui se positionnent bien, vous les avez directement. Et là aussi, c'est vraiment un gain de temps parce que souvent, c'est ces petits positionnements, ces comportements de ces widgets qui nous font perdre du temps. Et là, on a vraiment quelque chose qui est mature et stable sur cette partie-là. Alors, pour ceux qui font que de l'iOS, il y a aussi tous les composants Cupertino qui sont dedans. Mais après, nous, souvent, ce qu'on fait sur les projets, c'est qu'on... Bon, après, c'est à voir pendant la phase de design, mais c'est de proposer matériel et du coup, d'avoir vraiment les mêmes écrans, que ce soit sur iOS ou sur Android. Une autre force aussi de ce framework, c'est la documentation et la communauté associée. Donc, je vous disais, il y a un troisième projet open source, mais on retrouve donc sur le site de Flutter tout un tas de tutoriels, tout un tas de codebooks où vraiment tout est bien expliqué. Et ça vous explique, parce qu'au début, quand vous arrivez, effectivement, on ne connaît pas comment on va faire un premier écran, comment on va créer une application. Et ça, il le détaille assez bien, et notamment toute la partie layout, où ils vous apprennent comment positionner les choses et comment, par exemple, centrer, comment bloquer un élément à droite, comment utiliser les colonnes, les rows. On est quand même très bien guidé. Donc, la courbe d'apprentissage est assez rapide, je dirais. C'est un framework qu'on peut maîtriser si on a un petit peu de temps. En 2-3 semaines, on fait déjà pas mal de choses. Au début, on va plus tâtonner sur justement cet aspect positionnement parce qu'on est, tout est objet, et donc on va définir des propriétés pour positionner. On n'a pas de feuille de style, hein, donc on va jouer. Il y a quand même des paddings, mais après le reste, on va prendre la place. Il n'y a que vraiment les éléments fixes, on va définir des tailles. On est vraiment sur quasiment du full responsive partout, et c'est le framework qui gère vraiment le comportement et la mise en place. Donc c'est, je dirais que en termes de cours d'apprentissage et après de trouver de l'aide, ça reste assez facile d'approche. Pour quelque chose qui a 2 ans de maturité, c'est quand même intéressant. Donc voilà, je disais simplicité d'apprentissage et après des fonctionnalités qui sont bien pensées aussi. La première fois que vous lancez votre application à debug, il y a un petit temps de compilation. Donc en fonction de votre machine, qui peut aller des fois de 30 secondes à 1 minute. Mais une fois que vous avez compilé et que vous faites des modifications, vous avez plus qu'à faire un CTRL-S pour recharger et les modifications sont automatiquement en quelques secondes chargées. Et donc, vous n'avez pas besoin de rebuilder votre application à chaque fois. Et ça, en développement, c'est vraiment appréciable. Après, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi des IDE avec des plugins qui vous facilitent un peu les choses. Donc, donc voilà, sur l'aspect fonctionnel, en tout cas, on trouve très vite ces marques et donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très rapide à mettre en œuvre. Vous avez besoin de faire un POC pour un client, vous avez besoin de faire une petite application, ça va très vite de faire quelques écrans, même s'il n'y a rien derrière. Ça vous permet de présenter, on va dire, cette application. Donc voilà, dans les grandes lignes de pourquoi adopter un peu... Et puis, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans cette approche full widget aussi. C'est vrai qu'en début, on se dit, c'est bizarre, tout est widget, mais en fin de compte, une fois qu'on a compris le mécanisme et qu'on regroupe les widgets entre eux, on a une flexibilité parce que n'importe quelle classe, n'importe quelle méthode va pouvoir vous renvoyer des widgets et vous allez les imbriquer entre eux. Et vous avez l'impression de faire un peu comme du Lego qui propose après d'avoir quelque chose de cohérent pour constituer un écran. Donc voilà sur les bonnes raisons. Après, là, je ne vais pas vous présenter des applications concrètes, mais ce sont plus des exemples d'applications. On va avoir donc, des applications mobiles, bien sûr, mais aussi des applications web ou desktop, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on n'est vraiment pas limité. On peut très bien, même pour un client qui veut être cross-platform, c'est l'idéal parce qu'il va pouvoir avoir l'application mobile, une application web, et après, il est possible aussi dans le code de se faire une partie réservée pour l'application web, de dire, voilà,
plutôt que d'avoir, par exemple, si on a besoin d'avoir sur l'application mobile des lecteurs d'empreintes, sur l'application web, il y aura peut-être une autre sorte d'input ou autre. Donc on peut très bien mettre les deux ensemble et harmoniser tout ça. Donc, par exemple, on pourrait avoir des applications mobiles de suivi de course à pied ou de parcours. On a accès complètement aux fonctionnalités du téléphone, hein, comme sur Android ou sur iOS. Il y a pas mal aussi de plugins qui vous permettent de gérer les permissions facilement, plutôt que d'avoir à gérer et les permissions pour iOS et les permissions pour Android qui sont un petit peu différentes. On retrouve en fait des plugins qui vont dire, bon là c'est la caméra, bah, c'est la caméra pour les deux, même si derrière on les gère pas de la même façon. C'est le plugin qui va prendre en sorte. Il faut savoir qu'un plugin dans Flutter, lui, il va prendre une petite partie Dart et derrière il va avoir les deux parties de langage natif pour soit la partie iOS et la partie Android pour faire fonctionner en fait ce qu'il doit faire. On a aussi des applications pour organiser son quotidien. Donc, on pourra très bien se faire soit des to-do list ou des petits pense-bêtes comme ça, ou de se dire, bah, tiens, des petits rappels. On peut gérer facilement les notifications. On peut utiliser aussi Firebase Messaging. Il y a le plugin qui le supporte. Même souvent, maintenant, la façon la plus simple de faire la notification, en tout cas avec Flutter, c'est pour que ça marche sur iOS et sur Android, c'est d'utiliser Firebase Messaging. Après, on peut le faire les deux différemment, mais ça reste un point le plus facile. On peut retrouver aussi des applications de data viz et de visualisation de tableau de bord. On a pas mal de petits plugins pour faire des camemberts, des petits graphes, des choses. Bon, ça va peut-être pas aussi loin que des 3JS, mais ce sont des choses qu'on peut aussi customiser. Et après, si on est vraiment limité par ce plugin, on peut aussi très bien en créer de nouveaux. On peut avoir des galeries photos également. On pourrait aussi avoir, alors ça c'est un exemple qu'ils donnent dans deux clients mail, ceux qu'ils donnent sur leur site. Donc là, tout a été fait avec Flutter, avec les différents composants. Donc, on retrouve quelque chose qui ressemble un petit peu à Gmail parce que bon, on a une petite colonne d'action. Voilà, donc là, on a l'exemple d'une application web qui a été faite avec Flutter. Les petites icônes qui vont bien. C'est pareil pour les icônes, c'est facile d'intégrer sa propre fond d'icône, ou on peut utiliser les icônes natifs aussi qui sont connues dedans. Donc voilà, la seule limite en termes d'application actuellement, c'est plutôt tout ce qui est jeu 3D, parce qu'il n'y a pas vraiment de moteur 3D à l'intérieur. Bon, ça viendra peut-être après qu'on ait des versions un peu comme Unity ou des choses comme ça pour faire de la 3D, mais actuellement, c'est pas vraiment son fer de lance. Son fer de lance, c'est plus pour faire de l'application rapidement, de concevoir des interfaces qu'on puisse gérer en fonction des différents devices. Et c'est ça qui fait son fort. Donc voilà dans les grandes lignes. Hein, j'ai été assez rapide peut-être. Du coup, on va passer aux questions-réponses. C'est plus à vous de participer un peu. Bah, si vous avez déjà testé, par exemple, si vous avez des questions, si vous voulez tester peut-être des questions pour débuter, je ne sais pas. Hop, je vous laisse réactiver vos micros si vous avez des questions. Johan, toi, tu connaissais, tu développes dessus, tu étais intéressé de participer au pourquoi, par exemple, un peu. On t'entend pas. Steve, je vois que tu as rallumé ton micro si tu veux rebondir en attendant qu'on. Pardon. T'as dit Steve, c'est ça? Oui. Ouais, bah, désolé, c'est pas bien. Non, mais moi, j'ai déjà fait une petite formation Flutter là, pendant le confinement et je l'utilise en fait en complément de Symfony. J'ai fait une API en Symfony là, et du coup, pour les écrans, pour une application Android, là, je l'ai utilisé. C'est vrai que c'est super bien, quoi. Après, bah, forcément, il faut passer un peu de temps parce que même si moi, j'étais déjà
j'étais déjà un adepte de matériel que j'utilise déjà dans mes développements, finalement, il y a quand même tout ça à apprendre un peu avant. Enfin, non, sinon, ouais, c'est super bien, mais effectivement, moi, il m'a fallu bien 2-3 semaines pour essayer de réussir à faire quelque chose par moi-même, quoi. Hmm. Ouais. Mais Au début, ce qui est peut-être perturbant, c'est comment assembler les widgets et quels widgets utiliser dans certains cas aussi, peut-être. ouais, c'est ça. Puis alors après, au niveau ressources, je sais pas moi, parce que sur Internet, des ressources, il y en a pas mal, mais il y a des anciennes versions de Flutter. Du coup, tu as beaucoup de code qui est sur une ancienne version. Tu me corrigeras si je me trompe, mais du coup, il y a des codes. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas hyper facile de trouver des ressources pertinentes en tout cas. D'accord, ouais. Après, ouais, c'est vrai que ça dépend si tu as de quel type de ressources. Après, c'était plus dans les questions quand tu as des exceptions, quand tu as des erreurs, parce que ça arrive souvent. Moi, je vois ce que j'ai remarqué le plus souvent comme type d'erreur, c'est que tu as des éléments qui sortent du flux, tu sais pas trop pourquoi ils te sortent des erreurs, ou notamment dans les scroll view, parce il veut, il veut pas certains éléments ensemble. Et ça, des fois, c'était un peu dur à comprendre, et ça, j'ai réussi aussi à le. Ouais. En tout cas, enfin, là, moi, je suis venu à la notice pour en savoir un peu plus sur Flutter. Mm. Maintenant, c'est vrai que si tu veux vraiment pousser la démarche jusqu'au bout, après, je pense qu'il faut faire une formation Flutter, mais Mm. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est aussi l'objectif, voilà, l'objectif de cette notice, c'est de dire, bon, comme toute chose, hein, de toute façon, ça passe aussi par des formations. Et il y a aussi, c'est un peu, ça me fait penser aussi un peu au PHP et peut-être moins à Java ou C Sharp, c'est qu'au niveau guide, en fait, on n'est pas tant guidé que ça et c'est assez permissif. Et il y a plein de choses que l'on peut faire différemment, notamment pour toute la partie internationalisation. Il y a au moins 3 ou 4 façons de faire l'internationalisation. Il y a celle qui préconise, il y a celle qui préconisait avant, et il y a celle peut-être qu'on fait. Nous, on a souvent par habitude d'utiliser du JSON et pas forcément leur JSON à eux qui est compilé et souvent qui nécessite un outil. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est pareil, il y a un pattern qui ressort souvent quand vous regardez un peu les tutos Flutter, c'est le pattern block. Le pattern block, en gros, c'est quoi? Ça vous permet de décorréler la partie visuelle de la partie logique. C'est un peu l'équivalent du MVC pour Flutter, c'est de se dire, bon, on va pas tout mettre dans les écrans, on va essayer de se garder tout ce qui est un peu traitement, comportement de côté pour que ça soit plus maintenable et plus lisible. Et donc derrière, comment ça va passer le pattern block? On va utiliser des streams. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, on utilise des streams et il y a X façons de les utiliser, ces streams. Soit on le fait nous-mêmes, soit on utilise certains plugins. Et c'est là que c'est quand même on va dire un framework assez libre. Il ne va pas vous imposer des choses. Et donc, c'est soit à vous de vous construire une petite boîte à outils, de voir de la formation, et après, c'est par expérience, effectivement, qu'on va avoir des patterns qu'on va pouvoir reproduire et aussi gagner du temps et savoir que ces patterns fonctionnent. Et du coup, si moi j'ai une question, mais alors, plus du tout par rapport à la technique, mais plutôt par rapport à la partie un peu commerciale du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas avoir un client qui va te demander une application mobile, aujourd'hui, toi, comment je ne sais pas si tu as des clients pour qui justement tu développes des applications mobiles à partir de Flutter, mais aujourd'hui, comment tu vas vendre ça au client? Est-ce que tu vas être transparent avec lui en disant, voilà, moi je fais une application, c'est pas du natif Android, je fais une application Flutter. Enfin, c'est la question par rapport à comment tu t'organises toi dans ton activité. Est-ce que tu vends Alors, vraiment une application mobile ou après, pas, quoi? là, je vais plus laisser les arguments en disant euh, il y a notre CTO, notre commercial et autres qui vraiment vont avoir cette démarche argumentaire. Mais bon, je pense que leur argument, ça va être surtout de tabler la performance. Certes, c'est pas du natif, mais là, on est sur des performances quasiment égales. Et ensuite, on a le côté aussi de dire, ça vous permet de toucher plusieurs plateformes. C'est que le problème du natif aujourd'hui, c'est que ça a quand même un coût.
et que ce coup, il faut pouvoir les absorber et trouver des développeurs même Switch, des bons développeurs Switch. Aujourd'hui, ça ne court pas les rues non plus. Autant sur Android, je pense qu'on peut avoir des ressources plus facilement, mais sur Switch, je sais pas, mais je pense que le premier argument pour vendre du Flutter, c'est de dire le rapport performance-coût, il est quand même au rendez-vous. Plus pour voir l'avenir, c'est quand même supporté par Google plus une communauté. Donc c'est quelque chose qui va être maintenu, c'est sûr, et qui va être pérenne. Il faut voir aussi les courbes des tendances. Il y a une époque, il y a très lointain, il y avait Titanium, il y avait Xamarin, il y avait tous ces frameworks. Xamarin, ils sont en train derrière c'est du C#, ils sont en train de descendre comme ça. On va dire les trois qui vont rester aujourd'hui, ça va être Flutter, après ça va être Angular et après ça va être React Native pour nous. Mais donc voilà, c'est miser dans Flutter aujourd'hui. Je pense que comment dire, c'est pas un pari perdu, c'est plutôt voir la suite, vu que ça a été conçu pour ça. Ça n'a pas été conçu pour le web comparé aux autres, hein, si on reprend React et si on reprend Angular, ça a été conçu pour le web avant. Donc là, ça a été conçu pour faire des écrans, peu importe le device et peu importe la plateforme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Steve, hein, désolé. Si, mais je vois bien. Bon, de toute façon, voilà, c'est pas du natif. Faut qu'on en soit conscient. Il faut que le client finalement il en soit conscient aussi. Oui. Mais au final, c'est pas dérangeant parce qu'il y a des clients, oui, effectivement, qui vont jurer que par du natif, parce qu'ils voient les perfs, ils voient qu'il n'y a pas de problème derrière. Après, c'est peut-être pour les clients qui ne sont pas convaincus, on leur fait des benches sur les mêmes types un peu d'applications. Comme ça, ils peuvent l'être. Hein. Ok. Bon, si, ça répond à ma question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi, juste pour compléter et alimenter la discussion, quel est l'intérêt de faire du natif aujourd'hui, justement commercialement parlant, pour le client? Bon. J'ai pas forcément, moi j'essaye de me mettre côté client, après je pense que c'est plus des marchés de niche. Par exemple, même s'il y a un client qui veut, il y a certains clients qui veulent que des applications iOS parce que ils vont toucher que ceux qui ont des iPhones ou des iPads et peut-être qu'ils vont avoir des fonctionnalités où ils vont peut-être bénéficier directement des fonctionnalités du SDK qui vient de sortir. Par exemple, vous prenez iOS 14 qui est très récent, avant d'avoir vraiment toutes les fonctionnalités implémentées dans du non natif, des fois il faut attendre longtemps. C'est moins le cas aujourd'hui parce que on se rend compte que y a plus de demandes, donc il y a plus de personnes qui mettent les mains un peu dans le moteur pour faire avancer les choses. Mais avant, je pense que c'était surtout pour ça, pour aussi des soucis de stabilité, performance, je dirais. Ouais, ok, mais donc, du coup, je posais la question parce que je voyais pas trop l'intérêt de partir sur une application qui soit pas justement hybride, ou en tout cas en capacité de tourner sur différents OS, quoi. Oui, moi, je me rappelle d'une époque où, quand on faisait des développements mobiles, on faisait un développement Android, un développement iOS, Ouais, deux projets, deux équipes qui se c'est parlaient ça. quand même parce qu'il y avait du fonctionnel en commun et que c'était le client qui était au milieu. Et au final, on avait vraiment deux projets qui étaient complètement différents. Et des fois, on avait une super version iOS, moins bonne Android, ou inversement. Et ça faisait pas. On n'avait pas les mêmes écrans non plus, tout à fait. Là, avec matériel aussi, l'avantage, c'est vraiment. Je pense que si on fait une application cross-platform, l'idée, c'est qu'un client même qui change son téléphone demain et qui se dit, bah, ça arrive, hein, des personnes qui passent d'iPhone à Android ou autre, hein, je ne vais pas lancer le débat, mais qui changent de téléphone comme ça, qui retrouvent quand même ces petits assez facilement. Hmm.
D'autres questions peut-être sur ce framework ou, Alexandre, tu avais une question? Je n'arrive pas à activer ton micro. Oui, allô? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ouais, j'avais peut-être une question, moi, en fait. Alors, enfin, j'ai fait une application en Ionic, moi, il y a quelques années maintenant. J'ai une petite question, c'est comment faire, en fait, pour cohabiter plusieurs projets sur ta machine? Alors déjà, moi, sur Ionic, j'avais testé Docker, par exemple. Bon, j'avais... En fait, c'est ma question, c'est que Ionic, par exemple, on utilise Node, etc. Et en fait, si on fait une montée de version de Node, est-ce qu'il y a un impact sur les autres applis, par exemple? Alors, du coup, par rapport à Flutter, je sais pas si la Alors, question. pour Flutter, si tu as plusieurs projets, ça dépend. L'idéal, c'est quand tu vas livrer en production, tu vas toujours livrer la dernière version stable. Ouais, Il se peut, on a déjà arrivé, par exemple, au cours des développements, on rencontre un bug du framework et on voit en fait, en regardant le GitHub, ah tiens, bah, le bug, il est résolu, mais il n'est pas encore en stable, il est en bêta. Donc, en cours de projet, on va switcher, on va se mettre sur, ils appellent ça des channels, mais en fait, c'est des branches Git, on va se mettre sur la branche bêta pour continuer et ne pas être bloqué par un bug qui a déjà été résolu, sachant qu'à un moment, il va passer dans une autre branche. Après, c'est un peu comme sur Node où tu as ton package.lock. Là, tu vas avoir ton pubspec.lock et en fait, il va te locker tes versions. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu vas recharger ton projet, il va prendre les versions que tu as lockées. Donc, l'idéal, c'est de mettre aussi le pubspec.lock dans son dépôt Git. Et après, à tout moment, sur ta machine, tu as juste à faire un flotteur channel, par exemple, alors tu as dev, master, bêta et stable, et après tu en as même d'autres, tu peux même cibler, je crois qu'ils ont fait un pro web spécial, même si le web est quand même en bêta, et ce qui te permet juste sur ta machine de tester une autre version de Flutter. ok. Tu n'as pas cette contrainte-là. Après, tu peux aussi, tu parlais de Docker, on peut faire tourner Flutter sur un Docker. Mais l'idéal, par exemple, quand tu as l'intégration continue, c'est de faire tourner Flutter sur un Mac. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas sous un Mac, tu ne pourras jamais compiler tout pour iOS. C'est le gros problème avec Apple, c'est que tant que tu es dans l'écosystème, tu es obligé d'avoir un Xcode sous la main. Donc, l'idéal, c'est après, vous pouvez développer sur n'importe quelle machine. Nous, on développe surtout sur des machines Linux parce qu'on a l'habitude d'être sur cet environnement de travail. Mais après, vous pouvez développer sous Windows, sous Mac, sous Linux, peu importe. Mais pour après livrer, l'idéal, c'est par exemple si vous utilisez un GitLab CI, ça serait d'avoir un runner macOS pour pouvoir déployer avec Fastlane dessus. Et après, même dans ce runner, vous pouvez stipuler la version sur laquelle vous pouvez déployer. Donc le changement entre versions est plus simple. C'est pas comme Node, par exemple, qu'on est obligé d'avoir une VM pour se dire, bon, tiens, on a plusieurs versions et on switch. Là, on peut switcher quasiment instantanément en compilant, avant de compiler en tout cas. Ok, merci. Merci Alexandre. Dernière question dans le chat de Benoît qui demande un petit peu comparativement aux solutions no-code. Ton avis, j'imagine. Solution no-code. Ah, je connais pas, je pourrais pas répondre de quoi c'est. Alors, il y a les exemples Bubble et Retool. Voilà. Mais ouais, j'avais vu passer la partie no-code, mais voilà, je suis pas bien placé, disons, pour faire le comparatif parce que j'ai pas. Il manque l'autre volet, on va dire, pour pouvoir vraiment faire le comparatif entre les deux. Ça marche. Pour pas vous retenir très longtemps, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, je vais passer la parole à Anthony pour notre petit instant promotion, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus. C'est ça. Je vois Steve qui rigole. Forcément, il s'est dit, si Anthony est présent à une conférence où ça parle d'un langage de développement, c'est qu'il a forcément quelque chose à nous vendre. Je voulais simplement vous ajouter un petit mot concernant la formation Flutter qui va se dérouler en cette fin d'année. Donc, du 18 au 20 novembre, on a mis en place, dans le cadre du catalogue de formation du SPN, cette formation qui est éligible à la prise en charge par votre OPCO.
Et donc, si des personnes sont intéressées pour participer à cette formation, qui n'hésitent pas à me contacter, moi, dans tous les cas, je reviendrai vers vous courant de semaine prochaine pour au moins savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse par la suite, même si c'est pas à l'instant T, peut-être que plus tard, vous aurez éventuellement des besoins là-dessus. Et puis, surtout, d'ici là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis à votre disposition. Caroline aussi a quelques infos. Après, sur la partie technique, si vous voulez nous poser des questions assez pointues, nous, on se contentera de récupérer les questions, puis on tâchera d'aller trouver les informations après pour pouvoir vous les transmettre. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette visio. Une dernière question, Anthony. Oui. Nous, on a eu une coupure ici. Est-ce que ça a été enregistré ou pas? Qu'on puisse le Oui, regarder. ça a été enregistré, oui, tout à fait. Merci. Je... Ça va pas au mois de novembre. Comment? Il y a la date de la formation au mois de novembre, ça va pas, c'est trop tôt. Et donc, si on vous propose de décaler la formation au mois de décembre, seriez-vous des nôtres? Non, au mois de février. Mais nous, on va boucler l'année. Ben, nous aussi. Ouais, bien répondu. On verra en fonction des retours si vous êtes plusieurs et sinon ce sera une formation qui pourra être reproposée l'année prochaine dans tous les cas. Ça semble pertinent. Si vous avez une question, je vais remercier une nouvelle fois Florent pour son intervention. Merci de nous avoir consacré cette bonne demi-heure. Merci à tous d'avoir participé. En espérant que ça vous a donné quelques pistes et répondu à quelques interrogations sur ce framework. Comme l'a dit Anthony, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, lui ou moi, on est à votre dispo. Et on vous fournira le replay, notamment pour ceux qui ont été coupés. Très bonne journée à tous et puis à très bientôt. Bonne journée tout le monde, oui. À bientôt. Merci. Au revoir.